Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Guadeloupe, actualité. Débuter avec un petit point Covid intermédiaire, puisque le nombre de cas cumulés sur la semaine 10 est de 3733 nouveaux cas contre 1974 en semaine 9. Et pour obtenir ce résultat, 23 627 personnes ont été testées, soit 10 000 de plus que vendredi dernier. Il y a eu 10 000 tests pendant le week-end. Le taux de positivité est de 15,8% et le taux d'incidence, lui, atteint les 990 pour 100 000 habitants. Il y a 10 patients Covid dans les services de réanimation, soit un de moins que la semaine dernière. Et globalement, la situation hospitalière n'est pas impactée. On est toujours au même niveau. Et donc, grâce à ces chiffres qui ne veulent plus dire grand-chose, eh bien, la préfecture maintient le port du masque, le couvre-feu de 23h à 5h du matin, avec possibilité quand même d'aller en boîte de nuit. Et notez qu'au niveau national, même si les chiffres remontent, chiffres qui, je le rappelle, étaient largement supérieurs aux nôtres pendant toute la 5e vague, eh bien, le masque et le pass vaccinal, c'est terminé. C'est Olivier Véran qui nous l'a annoncé par un petit tweet ce matin. Et donc, à défaut de pass vaccinal qui n'a pas eu le temps d'être appliqué ici en Guadeloupe, eh bien, nous avons une poursuite des mesures restrictives, tandis qu'en France hexagonale, c'est open bar. Retour maintenant sur le premier tour de l'élection municipale de la ville du Lamentin. Premier tour puisque bien qu'il finisse en tête, le maire sortant Jocelyn Sapoti devra faire face à un deuxième tour. Avec 48% des suffrages exprimés, il devra faire un face-à-face avec José Toribio. Regardez. José Toribio, 1870 voix, soit 33% des suffrages exprimés. Renette Julliard, 645 voix, soit 11% des suffrages exprimés. Annick Abela, 327 voix, soit 6% des suffrages exprimés. Georges Boucard, 155 voix, soit 3% des suffrages exprimés. Jocelyn Sapoti, 2725 voix, soit 48% des suffrages exprimés. Par conséquent, il y aura un deuxième tour de scrutin parce qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des suffrages exprimés plus 1. Il y aura un second tour de scrutin, donc le 20 mars 2022. Et notez que s'il y a des alliances, eh bien le résultat pourrait être surprenant. Et Jean-Claude Maes, lui, est réélu à la tête de la municipalité de Capesterre de Marie-Galante avec 600 voix d'écart pour le coup. Une victoire plus franche que lors du premier scrutin. Regardez. Permets-moi de remercier encore une nouvelle fois la population qui nous ont fait confiance.
la population qui nous a fait confiance est important pour réussir et Cabecère ensemble. Et je dis toujours, Cabecère ensemble, c'est pas M. Maes, c'est vous tous, c'est nous qui avons travaillé, c'est les sympathisants, c'est la population qui nous a donné cette belle victoire. Vous imaginez pas un seul instant, de 8 voix, on est passé à 647 voix. Quelle belle victoire! Et on enchaîne avec la rénovation urbaine de la ville des Abîmes et notamment du secteur du Rézé qui se poursuit. Et ce matin, la municipalité a inauguré le boulevard de Marie-Galante. Vous savez, le boulevard des poulets frites. Et bien maintenant, il rejoint la Nationale 5 au niveau de l'autre côté, quand vous allez vers le McDonald's par exemple. Et ils ont aussi inauguré le nouveau complexe scolaire du quartier du Rézé. Regardez. Aujourd'hui, nous avons connu un événement assez important puisque nous avons inauguré d'une part, bien sûr, l'axe routier qui permet de desservir, en tout cas qui permet de désenclaver le Rézé. Donc, nous avons prolongé le boulevard de Marie-Galante jusqu'à la RN5. C'est un ouvrage extrêmement important et qui a une durée de plus de 100 ans, Donc vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de paysages, beaucoup de qualités environnementales. Donc nous avons respecté un certain nombre d'éléments importants dans le cadre du développement durable. Et bien entendu, nous avons inauguré également ce groupe scolaire que l'un des directeurs a qualifié de paquebot, de gros bateau, puisque nous pouvons accueillir ici jusqu'à 700 élèves. Bien sûr des écoles maternelles, des écoles primaires. Et donc nous avons une belle réalisation. Tout le monde a tenu à féliciter cette belle réalisation, peut-être certainement l'unique en Guadeloupe. C'est un outil important au service de l'éducation de nos enfants, surtout dans cette période de la pandémie, cette période, j'allais dire, compliquée où on fait la guerre en Europe. Et donc il est important que l'éducation redevienne notre priorité absolue et singulièrement pour nos enfants. Et donc nous avons tenu à offrir à ces élèves, à près de 700 élèves, ce bel outil. C'est un bâtiment que nous avons intégré il y a 1 an et puis après 1 an d'exploitation, je peux affirmer qu'il s'agit d'un outil fonctionnel, moderne, qui est vraiment dans l'air du temps et qui répond à nos besoins. Au quotidien, bien évidemment, c'est une forte concentration d'élèves puisque vous avez dans ce groupe scolaire 4 écoles qui se retrouvent ensemble, qui ont fusionné. Donc au quotidien, ça se passe très bien puisque nous avons une excellente collaboration. Les choses se préparent en amont, il y a de la discussion, de la collaboration et puis beaucoup d'écoute. Donc c'est une gestion qui nécessite de l'anticipation, bien évidemment. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec l'inauguration de la maison de la parentalité à Bémao. C'est une immense satisfaction, je le dirais de cette manière-là, puisque c'est une maison qui a été pensée depuis un certain temps. Quelqu'un l'a dit, j'en avais rêvé à l'époque en ma qualité d'adjointe au maire. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise par cette inauguration. La grande satisfaction, c'est d'avoir eu une ministre, une femme à mes côtés, afin de pouvoir inaugurer cette maison dédiée à la famille bémarossienne. Une maison de la parentalité de la famille qui nous permettra de recevoir les familles, de pouvoir les écouter parce que l'écoute est éminemment importante, mais aussi pouvoir accompagner ces familles sur les différentes problématiques qui les concernent. Ce genre d'action est important, pas seulement qu'en Guadeloupe, mais partout, sur tout le territoire français, que ce soit dans l'Hexagone ou les territoires ultramarins, parce que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui sont avec leurs enfants, lorsqu'elles se retrouvent sans le toit, elles prennent beaucoup plus de temps à se reconstruire. Et je pense qu'il est essentiel que nous ayons une véritable solidarité pour accompagner les personnes qui sont le plus en précarité et en particulier celles qui subissent des violences. Aujourd'hui, c'est une chose, c'est une première pour la Guadeloupe d'avoir cette maison de la parentalité avec 2 chambres. La ministre a tenu sa promesse de venir l'inaugurer parce que c'est une première en Guadeloupe. Il y en aura d'autres et donc c'est pour moi une grande satisfaction de voir que nous continuons. On connaît quelles sont les difficultés, les problèmes au niveau de la famille et souvent ces problèmes ont des conséquences sur la délinquance plus tard. Donc c'est pour ces raisons qu'en tant que président du département, je salue une telle initiative de la ville de Bémao pour permettre qu'en un même lieu, qu'on puisse accueillir, qu'on puisse conseiller, qu'on puisse même héberger
Et d'ailleurs, je verrai avec le maire comment nous pourrons dupliquer cette initiative sur d'autres villes de la Guadeloupe. Et c'était l'occasion pour moi de réaffirmer cette nécessité de développer la solidarité humaine et territoriale en Guadeloupe. La région Guadeloupe promeut des entreprises qui favorisent l'insertion des jeunes et aujourd'hui elle mettait la lumière sur la société de traitement des déchets SNR. En quelques années, l'entreprise s'est développée pour passer de 3 à plus d'une quarantaine de salariés. Le reste en images. On va vous suivre, déjà on va faire une petite visite d'abord, voir un peu ce qu'on fait. C'est la seule entreprise qui traite les métaux en Guadeloupe, qui se sont battus, qui se battent depuis des années. Déjà. Et je me rappelle quand ils ont commencé, ils étaient 3. Et j'ai vu que vous êtes à une quarantaine d'employés aujourd'hui. Ouais. Et les 3 avec qui nous allons signer, mais surtout, grâce aux 3 que nous avons accompagnés, il y a un 4e qui est recruté aussi par l'entreprise. SNR aujourd'hui est en pleine progression puisque nous avons de plus en plus de déchets à traiter et donc nous sommes enchantés d'avoir bénéficié de ce coup de main de la région, de cette aide, car ça nous permet de prendre des jeunes au début vraiment de leur carrière et ça nous permet également de les former au maniement des machines et les former à l'entretien et à la réparation des machines, ce qui est également très important. Donc aujourd'hui on remercie la région Guadeloupe de nous aider et puis on espère que tout se passera bien et que d'ici quelques temps on pourra encore bénéficier de ce dispositif sur d'autres emplois encore. C'est plus de 480 jeunes que nous avons déjà placés dans les entreprises qui travaillent, 300 entreprises accompagnées et ce dispositif a été revu aujourd'hui dans le cadre de ce recrutement de 3 jeunes à SNR de manière à soulager encore mieux l'entreprise. Donc c'est une fierté pour nous, c'est le travail du plan Action Jeunesse qui se poursuit sur tout le territoire et nous avons des rencontres prévues avec beaucoup d'autres chefs d'entreprise pour permettre un maximum de jeunes de trouver un emploi. Et je le dis souvent, je le répète, rappelez-vous, en 2019 la croissance était de 4% et nous avions eu moins de 6% de chômage. Nous étions les mieux au niveau national. Nous allons poursuivre ce travail dans l'intérêt des jeunes Guadeloupéens. C'est une grande fierté parce que c'était pas un domaine que je connaissais et par rapport à mon centre de formation, j'ai pu explorer le monde du déchet et puis trouver ma place. Oui. Comment ça s'est passé avec la région? Comment on vous a appelé? Comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à mon centre de formation, on a envoyé des CV, etc. Et puis c'est de là que l'entreprise SNR m'a appelé. Et maintenant, je reçois Philippe Carrère, médecin généraliste et président de la Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Carrère. Bonsoir, monsieur Luce. Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Covid ces 2 dernières années, mais il y a d'autres pathologies, dont les cancers. Et en ce mois, effectivement, on sensibilise pas mal au cancer, notamment celui du côlon. Est-ce que déjà, on s'est amélioré dans la prise en charge des cancers du côlon ? Alors, dans la prise en charge des cancers du côlon, la mortalité qui est l'indicateur de base, elle reste stable, elle stagne en fait. Elle stagne, alors j'ai pris quelques chiffres avant de venir bien sûr. Pour les cancers, un peu comme pour les infections, pour essayer d'évaluer les choses, de les comparer, on parle d'incidence. L'incidence, c'est un terme qui veut dire en fait tout simplement nombre de personnes pour 100 000 personnes, nombre de personnes touchées pour 100 000 personnes par an. La mortalité, c'est, au cours des dernières années, c'est à peu près 15 pour 100 000. 15 pour 100 000 chez les hommes, 13 pour 100 000 chez les femmes. Le problème, c'est que ça stagne. Alors, si on remonte un petit peu en amont, on peut parler d'incidence du cancer lui-même, parce que, heureusement, on n'en meurt pas toujours, on va y revenir. Et l'incidence du cancer lui-même, au cours des 15 dernières années, ça stagne chez les hommes, autour de 45. Par contre, chez les femmes, ça augmente de façon cruelle. On est passé de 30 à 40, ce qui est quand même absolument considérable. Et qu'est-ce qui explique cette recrudescence? Comme souvent, quand on parle de cancer, de problèmes de prévention, des comportements à risque. Alors, quand je dis comportements à risque, c'est pas pour dire que les gens sont responsables s'ils sont malades. C'est pas ça que je dis. Leur environnement, malheureusement, les conditions sociales dans lesquelles ils vivent, contribuent beaucoup à ces comportements à risque. Quels sont-ils? Qu'est-ce qui donne le cancer du côlon? On a toujours un peu les mêmes choses en fait. Le tabagisme, l'alcool surtout.
L'alcool. L'alcool, et on sait qu'on a... Donc l'alcool peut déclencher un cancer du côlon. Oui, l'exposition à l'alcool, c'est 25% du risque de cancer du côlon. C'est absolument énorme. Le tabagisme, ça augmente aussi le risque de cancer du côlon. Être trop sédentaire, ça aussi augmente le risque de ne pas faire assez d'activité physique, ça augmente le risque de cancer du côlon. Le fait de manger, d'avoir une alimentation faible en fibres, ça augmente le risque de cancer du côlon. Et enfin, le fait de manger beaucoup de viande rouge et d'aliments transformés, en particulier certaines charcuteries industrielles, je ne parle pas des produits de terroir qui peuvent être de grande qualité, mais des produits malheureusement de large distribution, ça augmente aussi le cancer du côlon. D'accord. Tout ça, en fait, c'est un peu l'occidentalisation de nos modes de vie. Et on sait, ça explique en partie pourquoi chez les femmes, ça augmente autant. Il y a, comme partout ailleurs, des diminutions d'inégalité entre les femmes et les hommes. Bien évidemment, c'est absolument impératif d'aller dans ce sens, mais il y a des effets secondaires. C'est l'augmentation de la consommation de tabac et d'alcool chez les femmes qui peut augmenter aussi le risque de cancer du côlon. Voilà ce qui peut un peu expliquer les choses. Donc ça veut dire qu'on peut contrôler ça. On peut contrôler ça. On peut, en modifiant ses comportements, et c'est la première des choses à dire, avant même de parler de dépistage, etc. En améliorant ses comportements, on peut limiter le risque de cancer. Donc, avoir une vie saine, on va dire. Dans tous les cas, ça préserve de la maladie. Oui, on va revenir sur les choses de base, en fait. Le bon vieux régime caribéen, tout simplement. Du poisson, des racines, des légumineuses. Oui, on n'a pas besoin de régime méditerranéen. Le régime caribéen, ça protège aussi du cancer, très probablement. Donc très efficace. Comment se manifeste finalement le cancer du côlon? Est-ce qu'on peut avoir des signes avant-coureurs, justement, si on n'a pas encore été dépisté? Alors le signe qui doit vraiment alerter, c'est les saignements digestifs. Alors, rappelons que le système digestif, c'est une bouche, un œsophage, un estomac, un intestin grêle. Le côlon dont on parle, c'est la partie terminale de l'intestin, en fait, la partie la plus massive, côlon qui remonte ici, qu'on appelle le côlon droit, puis transverse, puis gauche, qui va vers ce qu'on appelle la sigmoïde, sa portion terminale, puis vers le rectum et l'anus. Bon, plein de mots, mais très simplement, si vous avez des saignements au niveau de l'anus, il faut absolument consulter, il faut absolument en parler. Certes, ça peut être juste des hémorroïdes, mais il faut quand même en parler parce que ça peut être beaucoup plus que des hémorroïdes, ça peut être le signe avant-coureur. Quand on commence à saigner, ça veut dire que c'est déjà malheureusement peut-être un peu évolué. Ça peut être des choses plus simples. Mais on dit qu'il faut déjà surveiller ses selles alors. Il faut surveiller ses selles, absolument. Comme pour les seins, on dit qu'il faut palper ses seins, par exemple. Il faut effectivement regarder ses selles. C'est pas très funky, mais bon, ça peut aider. En fait. On est des êtres humains en fait, voilà. Donc c'est pas la peine de faire semblant avec ses selles, et c'est pas la peine d'avoir peur d'un dépistage qui justement consiste à prélever un petit peu de sel. Après, il peut y avoir des signes plus simples, des douleurs digestives, des gaz, une constipation qui perdure. Ça, c'est pas des signes de gravité, bien sûr, mais ça doit aussi questionner, et à un moment donné, il faut finir par en parler avec un professionnel de santé, son médecin traitant, bien sûr, mais pourquoi pas aussi son pharmacien, pourquoi pas aussi l'infirmière, si on a un accompagnement par une infirmière, parfois c'est malheureusement nécessaire, pourquoi pas un gastro-entérologue si il est dans notre voisinage, mais le médecin traitant et le pharmacien sont des acteurs majeurs de la prévention, bien sûr. Et à partir de quel âge les signes peuvent se manifester? Est-ce que ça peut commencer très jeune ou bien il y a un âge moyen? Alors malheureusement, il y a une circonstance qui doit inciter à une vigilance très particulière, c'est quand il y a des antécédents familiaux de cancer colorectaux. Quand vous avez des parents qui ont eu un cancer colorectal, ça nécessite une surveillance rapprochée. Et là, on ne va pas parler de dépistage d'ailleurs. On va parler carrément d'un autre examen qu'on appelle la coloscopie. C'est moins agréable pour le coup. Il nécessite théoriquement une petite anesthésie, c'est quand même mieux, effectivement, pour ne pas passer un mauvais moment. Effectivement, pour ne pas passer un trop mauvais moment. Donc ça, c'est un cas particulier. Le cancer familial, il peut survenir tôt. C'est pour ça que quand on est dans cette situation... Donc des cancers peuvent être héréditaires d'une certaine façon? Oui, parce que j'ai parlé des comportements à risque, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des facteurs d'ordre génétique qui sont beaucoup plus complexes, qui ne sont pas de l'ordre de mes compétences, je ne me permettrai pas d'aller trop loin là-dessus, mais qui peuvent effectivement précipiter le risque de cancer. Effectivement. Donc si on a des antécédents familiaux, de toute façon, on a une surveillance rapprochée avec son médecin traitant et un spécialiste régulière et plus jeune que le dépistage pour tout le monde. Pour tout le monde, le dépistage normal, entre guillemets, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Parce que c'est l'âge où il y a le plus de cancer du côlon et du rectum, tout simplement. Et évidemment, si on a des symptômes, à ce moment-là, comme on le disait tout à l'heure, ce sera autre chose qu'il faudra faire. Alors, je pourrais peut-être vous montrer, si on a quelques minutes... Oui, bien sûr. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le cancer n'est pas forcément mortel. Le cancer, on peut tout à fait le guérir quand on le dépiste précocement. C'est un message qu'on répète régulièrement. Si on regarde globalement, la mortalité liée au cancer du colorectal, c'est 65%, à peu près à 5 ans de survie, donc 35% malheureusement de pertes. Des pertes, c'est triste parce que c'est tellement évitable,
Si on fait des dépistages tous les 2 ans, si bien sûr on a un suivi régulier aussi parce qu'il y a des antécédents familiaux, etc., par coloscopie, mais si on fait simplement entre 50 et 74 ans ce dépistage tous les 2 ans, on est sûr de trouver, vu la rapidité à laquelle pousse ce type de cancer, on est sûr de trouver les lésions quand elles sont toutes petites. Et si on les trouve quand elles sont toutes petites, on les enlève. On n'a même pas besoin d'une chirurgie complexe, ça se fait au moment même de l'examen. D'accord. Premier temps, de toute façon, je parle pour tout le monde, hein, je ne parle pas des gens qui ont des antécédents familiaux et qui ont des symptômes, qui eux doivent consulter sans tarder pour en parler. Mais pour ceux entre 50 et 74 ans qui n'ont pas de symptômes et qui... on envoie la Guadec, là, dont je suis président, avec les 8 personnes qui y travaillent, donc vous envoie, je ne sais pas si on voit bien, vous envoie donc cette invitation. Voilà, cette invitation, il ne faut pas la jeter quand vous la recevez. Soyez sympa, hein, il y a des gens qui ont collé des petits timbres pour vous l'envoyer, donc pensez à eux. Voilà, sur cette invitation... Et pensez à vous surtout, parce que ça peut servir, hein. On ne sait jamais. Donc moi-même, il faudra d'ailleurs que j'y pense, bientôt. Donc on va tous y passer, de toute façon. Dans tous les cas, enfin. De toute façon. Donc en prévention, en tout cas, c'est tout à fait souhaitable. Donc si vous recevez cette enveloppe, cette lettre, surtout ne la jetez pas. Regardez ce qu'il y a écrit dessus, puisque vous allez avoir des petites étiquettes qu'il va falloir conserver, avec des petits numéros. À partir du moment où vous avez reçu cette invitation, eh bien, vous pouvez soit vous déplacer chez votre médecin traitant pour récupérer un kit, qu'on va ouvrir dans quelques minutes, soit aller dans votre pharmacie, dans certains cas, pas tout le temps, mais dans certains cas, notamment quand il y a eu une relance, quand la première invitation n'a pas fonctionné, le pharmacien peut être amené à vous distribuer. Et de façon plus récente, là, très très récente d'ailleurs, il y a un site internet maintenant qui permet aussi de commander soi-même des kits à partir du moment où on a reçu l'invitation. Mais sans invitation, il ne faut pas commander de kit. Admettons qu'on n'ait pas reçu l'invitation, qu'elle se soit égarée, est-ce qu'on peut quand même avoir recours Entre 50 et 74 ans, si vous n'avez pas touché si vous n'avez pas fait de coloscopie dans les 5 années qui ont précédé, et si vous n'avez pas reçu votre invitation, appelez le 05 90 38 15 03, c'est-à-dire le numéro de la Guadec, tout simplement, pour, je vérifie au cas où, 38 15 03, pour qu'on vous envoie cette invitation. Très bien. Il peut y avoir des bugs dans les fichiers, ça peut arriver, les fichiers de sécurité sociale, c'est très très gros, c'est très complexe, il peut aussi y avoir des bugs dans le système d'information au sein de la Guadec. Dans ces cas-là, vous appelez, si vous n'avez pas reçu le kit. Une fois que vous avez le kit, je peux ? Oui. C'est très simple. Là, c'est le quart d'heure pratique. Voilà. C'est vraiment très 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 simple. Il ne faut pas avoir peur de ce test. Comme je vous l'ai dit, si on le fait régulièrement, on est sûr d'avoir des tout petits... Et si on a un cancer, on est sûr qu'on va se retrouver... Enfin, on est sûr de trouver des choses toutes petites, donc très faciles à soigner. Au moment même si le test est positif, on est amené à faire une coloscopie, et au moment même de la coloscopie, on peut enlever le cancer, et c'est terminé. Il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'ouverture du ventre, etc. D'accord. Ça, c'est parce que je n'avais pas précisé tout à l'heure. Je reviens sur mon kit, si j'arrive à l'ouvrir. Donc, une fois que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez aller chercher le kit, vous le commandez sur internet, on en a parlé. Voilà comment ça se présente. Un petit triptyque comme ça, avec une notice. Oups, pardon, elle est là, excusez-moi, vous avez raison. Oui, je n'avais pas regardé la caméra, désolé. Avec une notice. Ici, une petite feuille. Bon, c'est là la partie un peu scato, je suis désolé, mais en même temps, comme on a dit, on est des êtres humains. Une petite tout le monde fait feuille, ça. Voilà. Une petite feuille, tout le monde fait l'aisselle, c'est comme ça. Une petite feuille, en fait, qui se colle sur les toilettes, tout bêtement. À l'avant, à l'arrière des toilettes, qui permet, en fait, de recueillir la selle sans qu'elle tombe dans l'eau, tout simplement. Sans qu'elle tombe dans l'eau. Voilà, on peut coller ça tranquillement. Une fois que vous avez récupéré votre selle, vous avez ici une petite fiole. Vous pouvez prendre cette petite fiole et vous pouvez la passer dans la selle, tout simplement. C'est vite fait, il n'en faut pas beaucoup, pas besoin d'un gros tas, juste un petit peu au bout de la sonde. D'accord. Et vous remettez ça à sa place. Et puis après, vous avez un peu de collage à faire, avec des étiquettes, effectivement, qui sont sur votre invitation, dont on a parlé. Donc il va falloir coller une étiquette sur une fiche d'identification, et il va falloir noter, c'est très important, la date de réalisation du test, et sur la fiole, et sur la fiche d'identification. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à récupérer... C'est le dernier modèle de kit, je ne l'avais même pas spécialement en tête. Vous allez pouvoir protéger votre petite fiole avec le prélèvement qui est bien fermé en la mettant dans cette petite pochette. Vous fermez la pochette avec l'adhésif. Vous prenez l'enveloppe qui est déjà affranchie. Il n'y a pas besoin de mettre un timbre dessus, ça ne coûte rien. Rien du tout. C'est gratuit, c'est simple, c'est indolore, c'est super efficace. Et ça évite d'énormes problèmes. Alors là,
puis on n'oublie pas bien sûr de mettre la fiche d'identification avec les petites étiquettes, etc. dans l'enveloppe avec donc le kit qui a été mis dans sa poche protectrice. Voilà. Et on envoie ça en passant par la boîte aux lettres de la poste, tout bêtement. Et c'est fini. Au bout de quelques jours, on va recevoir maintenant le kit est analysé en Guadeloupe. Avant, il partait en hexagone, maintenant il est analysé ici. C'est un bon progrès d'ailleurs pour nous. Parce que donc ça raccourcit les délais, on imagine déjà. Exactement, et ça évite les dates de péremption, etc. Au bout de quelques jours, vous devez recevoir un résultat. Alors ce résultat, il peut être négatif, très bien. Prochain test dans 2 ans, jusqu'à 74 ans. Et si malheureusement il est positif, pas de panique, et pas se cacher. On va voir son médecin. À ce moment-là, là, c'est plus le pharmacien ou infirmière, on va voir son médecin traitant. On en discute avec son médecin traitant, qui va vous adresser à un spécialiste en gastro-entérologie, qui lui va faire l'examen qu'on appelle la coloscopie, qui va permettre la plupart du temps de rassurer, parce que ça peut être juste un petit polype qui saignote. Rien de plus, tout simplement. Et puis, parfois, malheureusement, de trouver un cancer. S'il est tout petit, comme on a dit, hop, à la curette, c'est enlevé. Dans le temps de la coloscopie, c'est fini. Et s'il est un peu plus gros, là, par contre, on devra aller chez le chirurgien digestif. Mais si c'est fait tous les 2 ans, il n'y a pas de raison qu'il soit gros. Il n'y a pas de raison. Et là, c'est 100% de guérison. Tout bêtement. Merci beaucoup, docteur Carrère, d'être venu ce soir pour nous expliquer effectivement les avancées autour du cancer du côlon, mais surtout les tests de dépistage et la campagne qui est lancée. Donc à partir de 50 ans, on recevra dans les boîtes aux lettres effectivement ce petit courrier qui est précieux puisqu'il permet d'envoyer justement, de faire la demande auprès de son médecin, du pharmacien, du fameux kit de dépistage. Kit de dépistage, on a eu la petite démonstration que vous devez tout simplement renvoyer par la poste. Tout est déjà prévu, donc on ne pourra pas dire que vous n'avez pas fait le nécessaire. Oui, après c'est notre responsabilité de mieux communiquer, de mieux expliquer, d'expliquer dans la bonne langue aussi parfois, il faut le dire. Mais c'est le tabou autour, c'est plutôt le tabou qu'il y a autour de la région, de la régionale. Oui, c'est sûr que c'est un facteur qui peut intervenir, mais moi je pense que c'est surtout un problème d'information, un problème de peur aussi, la peur du cancer, et que ces peurs malheureusement pas très rationnelles, elles peuvent conduire à des comportements encore plus à risque. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste faire régulièrement, comme ça on est tranquille. Et puis on le sait, plus on est en situation défavorisée et plus on a des difficultés à accéder à la bonne information, ça aussi, ça construit, ça participe à la construction des inégalités sociales. Donc il faut que nous, maintenant, on aille davantage vers les personnes les plus fragiles, qu'on accompagne mieux les professionnels de santé pour que chacun puisse davantage s'investir dans cette prévention. Merci beaucoup, docteur Carrère, pour cette pédagogie en tout cas. Merci, grand merci à vous. Et on souhaite maintenant, avant de se quitter, un très joyeux anniversaire à Liliane Onestas qui célèbre ses 100 ans. Et oui, Guadeloupe, terre de centenaires, je n'arrête pas de vous le dire. Et c'est une femme extraordinaire que nous avons rencontrée. On dirait que les années n'ont aucune prise sur elle. Il faut le voir pour le croire et surtout, il faut l'écouter. On y va. Aujourd'hui, nous sommes 14 mars 2022 qui me donne 100 ans. Je suis ravi aujourd'hui de voir tous mes enfants, mes petits-enfants autour de moi. Et je vous présente mon père qui s'est déplacé, qui est venu m'apporter la communion. Je suis très content. J'ai le cœur ouvert pour tout le monde. Et je peux vous nommer le nom des arrières des petits-enfants. Nathan, Noé, Jessé et Ismaël. Le fils de Fabrice, mon petit-fils. Quand il était petit, mais jusqu'à maintenant, j'ai un petit surnom, je l'appelle Fouijol. Et c'est un petit nom que j'ai entendu à la radio, à la télé. C'était un petit garçon qui était perdu sa maman. On cherchait Fouijol. L'enfant, c'était Fouijolito. Mais l'enfant, que j'ai vu à la télé, et tout de suite, j'ai donné à je l'appelle Fouijol. J'ai dit, mais même si tu es grand, c'est ça, mamie. Tu n'oublies pas Fouijol. Elle a Istécie et Larissa. Elle s'appelle Régine, mais je lui ai donné Foufounette. Et moi, elle m'appelle Foufoune. C'est pourquoi elle a mis ça comme ça. Mais je sais que c'est elle toujours qui fait ça. J'ai 7 filles et 2 garçons. Cette fille-là, c'est elle qui me... Et je suis sa maman. Mais maintenant, c'est elle qui me sert de maman. Elle est ma maman. Madame Liliane, c'est déjà une femme
très ordonnée. Elle prend son petit carnet, son téléphone, elle peut appeler aux États-Unis, qui a sa belle-sœur. Elle appelle ses enfants. Elle appelle ses petits-enfants. Je suis une mamie formidable. C'est le bonheur. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ça, tellement que c'est fort, cet amour qu'elle nous a transmis et que nous transmettrons à nos enfants. Et ça nous permettra de perdurer. C'est ce qui fait perdurer la famille aussi. L'occasion pour nous de pouvoir témoigner toute notre admiration, puisque cette, qu'il y a un potomitan du quartier qui aujourd'hui fête ses 100 ans. Moment effectivement de fête, d'échange avec la famille, mais qui nous permet aussi donc de nous rappeler l'importance qu'il y a à garder le cocon familial. C'est ce qui fait la force, c'est ce qui nous permet à tous de pouvoir nous régénérer. C'est ce qui nous permet aussi, dans le cadre des politiques publiques que nous mettons en place, faire en sorte que notre CECAS soit beaucoup plus impliqué dans les quartiers, proches des familles, proches de celles et ceux qui en ont besoin, afin que nous puissions permettre à nos aînés de pouvoir vivre sur ces années dans les meilleures conditions et faire en sorte que ce devoir de transmission aussi entre mamie, ses frères et sœurs, les petits-enfants, que ce lien puisse exister, mais surtout que l'ensemble de la population puisse en profiter. Si ce n'était pas la semaine dernière qu'on m'avait précisé le 100e anniversaire, je n'aurais pas donné un si grand âge. C'est vous dire qu'on peut vieillir bien, mais surtout vieillir dans de très bonnes conditions à Cap-Esserouel. Et comme je dis à mes enfants, si la misère tue les gens, votre maman ne sera pas là encore. Depuis au moins 16 à 14 à 15 ans, je ne serai pas plus, je ne serai plus là. Mais j'ai tenu. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.